Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu et je vais vous présenter un tarot qui est un de mes tarots favoris du moment. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Raven's Prophecy Tarot de Maggie Stiefvaters. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est un jeu qui est en anglais, il n'existe pas en français, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé. Mais il est vraiment magnifique, il est très puissant, il permet aussi de bien développer l'intuition, donc c'est un jeu que je ne conseillerais pas forcément aux débutants, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un oracle parce que les images, vous allez voir, sont très symboliques. Donc même si vous ne connaissez pas le tarot, vous pouvez trouver dans les images quelque chose qui résonne en vous, qui va parler à votre intuition. Voilà, donc si vous cherchez un coffret pour débuter, pour apprendre le tarot, où vous allez bien retrouver toutes les symboliques, etc., c'est pas forcément celui qu'il faut choisir. Si vous avez déjà un petit peu d'expérience ou si vous souhaitez utiliser le jeu vraiment de manière uniquement intuitive, là il va être vraiment super. Voilà, donc il est aux couleurs de la saison, hein, il est aux couleurs d'Halloween, hein, voilà, on a le tour orange, on a ce fond un petit peu noir, donc le Raven's Prophecy c'est la prophétie du corbeau. Donc on est sur un jeu vraiment très très symbolique qui arrive donc dans une boîte en dur, aimantée sur le côté. À l'intérieur, vous avez la petite encoche pour les cartes, le livre qui vient par-dessus et vous retrouvez le petit ruban qui va vous permettre d'enlever facilement le jeu et le livre sans avoir à mettre les doigts sur le côté ou à abîmer votre jeu. Donc la boîte est très bien. À l'intérieur, vous avez un livre qui est relativement petit, hein, les explications sont concises, donc qui est en anglais. Et puis vous retrouvez les 78 cartes. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord les cartes et puis ensuite on passera au livre. Alors, je vais commencer par les arcanes mineurs. Donc là, le jeu est classé par famille numérologique. Donc je vais vous présenter par exemple les bâtons de 1 à 10, les coupes de 1 à 10, etc. Ensuite, je vous présenterai les cartes de cours. Voilà, tout simplement parce que je suis en train d'utiliser le jeu pour faire des tirages de personnalité avec la date de naissance et donc je l'ai laissé classer de cette manière là puisque c'est comme ça que je l'utilise pour ces tirages là. Voilà, donc vous avez encore une fois des cartes qui font un petit peu penser à Halloween, donc il est vraiment adapté à la saison, aux énergies du moment. Voici le dos, donc on ne peut pas l'utiliser renversé. Voilà, moi c'est pas quelque chose qui me dérange et donc vous avez la symbolique hein, qui représente chacune des familles, plus ici l'infini. Voilà, le signe de l'infini. Donc, on est sur une imagerie qui est vraiment très très symbolique avec des couleurs chaudes. Toutes les cartes ont un fond noir, comme vous allez pouvoir le voir. Donc ici, c'est l'as de bâton. Voilà, donc on a le feu naissant qui aura besoin d'être entretenu. Ici, nous avons le 2 de bâton, donc on retrouve la symbolique quand même hein, du tarot. Hein, il est quand même, il respecte bien les significations que l'on attend quand on veut faire un travail de développement personnel ou de réponse avec le système du tarot, Rider-Waite en tout cas. Ici, voilà, on a le corbeau qui s'apprête à prendre de la hauteur et qui est en train d'évaluer la manière dont il va prendre son envol pour savoir comment faire. Voilà, donc si vous cherchez un tarot qui respecte la symbolique, il fonctionne très bien. Mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Ici, c'est donc le 3 de bâton. On va attendre le résultat, on va attendre de voir si le feu va prendre. Le 4 de bâton, magnifique aussi, avec ses bougies. Voilà, donc pareil, vous pouvez l'utiliser de manière symbolique. Ici, il va représenter donc le fait d'avoir mis un rituel en place parce que on est sûr de l'intention qu'on a posée, on est sûr de vouloir réaliser un désir ou parce que la flamme de la bougie va représenter la lumière et qu'on veut vraiment mettre de la lumière dans notre vie, par exemple. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en intuition. Par exemple, les bougies ici vont pouvoir représenter le fait de vous réunir avec d'autres personnes, d'avoir besoin de retrouver un espoir, de chercher à éclairer une situation. Voilà, il y a tout un tas de significations, donc c'est vraiment un jeu hyper complet et on peut vraiment aller très loin dans ce qu'on fait. Le 5 de bâton, donc ici vous avez la bougie qui s'est renversée et les conséquences. Donc on avait la bougie ici qui représentait la stabilité, l'espoir, et puis si la bougie est renversée, eh bien au lieu d'être positive, ça devient un feu que l'on n'arrive plus à contrôler. Voilà, donc du coup on se retrouve dans une crise par rapport au désir initial. Voilà. Donc, vous voyez, pour toutes les cartes, hein,
on retrouve quand même très très bien ce qu'on attend d'un tarot. Et vous avez certaines cartes comme ça qui peuvent raconter une histoire. Voilà, le 4 plus le 5 vont raconter une histoire par exemple. Le 6. Voilà, les couleurs sont vraiment très chaudes, je le trouve. Et vraiment, il est superbe ce jeu. Le 7 de bâton, j'adore. Protéger le feu envers et contre tout. Donc protéger son désir, le défendre. Le 8 de bâton, donc on retrouve cette notion de vitesse. Hein. Le 9. Voilà, donc là pareil, hein, on a été un petit peu dépassé par ce qu'on voulait faire, parce qu'on a les mains qui sont en train de brûler. Et le 10 de bâton. Ensuite, je vous présente la famille des coupes. Donc là, on avait une série sur le feu. Ici, on a une série avec le corbeau. L'as de coupe, la découverte. Le 2 de coupe, la rencontre. Voilà, j'adore ces cartes aussi avec des couleurs comme ça opposées, c'est magnifique. Le 3. Donc là, on est dans l'amusement, dans le partage, la festivité. Le 4, l'ennui, l'inertie, le fait de ne pas bouger. Donc ils sont face à leur reflet, qu'ils ne regardent pas. Le 5 de coupe. Donc la carte où on est un petit peu déprimé, où on est un petit peu aussi dans la victimisation, on subit les choses. Voilà. Le 6 de coupe, magnifique. Voilà, vous avez le corbeau qui est émerveillé par des petites bulles. Donc la curiosité, l'innocence. Le 7 de coupe, donc la carte de l'illusion. C'est un jeu vraiment très très profond, c'est un jeu qui peut être bien aussi pour travailler soit sur les parts d'ombre, soit sur les choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous. Hein. Ça peut être des choses négatives, mais ça peut être aussi aller réveiller des parties de vous qui ont besoin, au contraire, d'être mises en lumière. Le 8 de coupe, voilà, il ne reste que les plumes, il s'est envolé vers autre chose, il a évolué. Le 9 de coupe, alors celle-là je l'aime un petit peu moins, mais bon, c'est la vision du corbeau avec le ciel qui est joli, qui profite de son vol. Et le 10 de coupe, donc la famille au grand complet, voire qui prend peut-être un petit peu trop de place. Voilà pour les coupes. Les épées, on a une série avec des mains. Magnifique aussi. Hein. L'as d'épée avec la nouvelle idée. Donc on retrouve ici tous les symboles que vous avez au dos de la carte. Le 2. Voilà, la dualité, alors que on est quand même bloqué, il va falloir trouver une autre solution. Les couleurs sont vraiment poignantes, je trouve. Hein. Le 3 d'épée, il est un petit peu dur ce 3 d'épée. Hein. Voilà, on a des cartes qui sont sans concession, hein, des fois. Le 4 d'épée. Donc là, pareil, hein, ça peut être le repos, ça peut être la mort, ça peut être le lâcher-prise total. Le 5 d'épée. Voilà. Donc on a quelqu'un qui a gagné, mais à quel prix? Le 6 d'épée. Donc là c'est de l'eau hein, qui est dans la main. Vraiment ce jeu je trouve qu'il transporte. Le 7 d'épée, la tromperie. Le 8. Le 9, la carte qui représente les angoisses, qui représente le fait de voir les choses autrement que ce qu'elles sont. Et le 10, donc là pareil on a une continuité entre les cartes. Voilà pour la série des épées et enfin la série des deniers. Alors là on a des roses. Donc voilà pour l'as, donc on a quelque chose qui germe, hein, qui est en train de prendre vie. Le 2, donc ici c'est bourgeonnant. Et puis il faut bien que la sève, les nutriments se partagent entre les deux fleurs. Le 3, ici elles sont donc épanouies. Le 4, donc on a la stabilité, on a le fait de garder, de protéger avec les épines. Le 5, donc le 5 c'est l'exclusion ou la perte, donc on a la perte des pétales. Le 6, le partage, l'offrande, magnifique. Le 7, donc il faut attendre que les choses aient fini de se développer. Le 8, donc le moment où on va travailler, on va être productif, on va jouer son rôle pour que les fleurs puissent se développer correctement. Celle-là c'est ma carte préférée, je la trouve magnifique. Le 9 de denier, avec la fleur totalement épanouie, avec ses couleurs magnifiques. Et le 10. Voilà, la série des deniers, je la trouve vraiment superbe.
Voilà, donc quand vous avez les cartes étalées, ça donne ça. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les personnages de cour. Alors, on va retrouver la même chose, hein. Pour les bâtons, donc on avait les bougies. Donc pour le page, on a une allumette, l'étincelle. La reine de bâton, pardon. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Magnifique. La reine de bâton qui ne suit que son désir. Le roi de bâton. Donc la force. Et le cavalier de bâton qui s'est enflammé. Le valet de coupe. Avec les petits œufs, avec voilà. La sensibilité, la fragilité, de l'innocence, du début. La reine de coupe. Donc on a la lune qui va représenter le côté féminin. Le roi de coupe. Voilà, la coupe est remplie, donc il est dans la maîtrise hein, de ses émotions, de ce qui se passe. Le cavalier de coupe. Donc c'est vraiment la symbolique d'être au service de sa sensibilité. Le valet d'épée. Donc là on retrouve aussi des plumes. La reine d'épée. Voilà, donc on a cette froideur, le fait d'être vraiment, d'avoir planté l'épée pour voir le résultat, d'être dans cette vérité tranchante, sincère. Le roi d'épée avec son épée. Et le cavalier d'épée, un peu dur celle-ci aussi. Hein. Voilà, au nom de ses idées, il n'a pas hésité à se salir les doigts. Et ici, on retrouve donc une symbolique qui va faire penser à la série des deniers. Donc le valet, la reine, magnifique aussi. Le roi, donc à la fois la beauté et à la fois les épines. Et le cavalier. Voilà, donc c'est un jeu qui peut être aussi intéressant parce que vous avez certaines cartes qui, tout en étant différentes, vont se ressembler. Donc si vous faites un tirage à 3 ou 4 cartes et puis que vous vous retrouvez avec des cartes similaires, vous allez voir qu'il y a quelque chose à creuser, soit dans la signification de base, soit dans la signification intuitive. On passe aux arcanes majeurs qui sont un petit peu plus hétéroclites. Donc le fou, vous voyez, on a ce fou, donc on en voit l'ombre, mais on voit bien qu'il y a de la lumière aussi, hein, donc il cherche sa vérité. Le magicien, qui a tout ce qu'il faut sur sa main pour agir, qui peut utiliser tous les éléments à sa disposition. Hop là. La grande prêtresse. Voilà, donc dans le miroir, elle voit quelque chose de plus lumineux, mais ça n'est pas forcément ce qu'on voit a priori, c'est elle qui arrive à voir ça, de par son éclairage à elle. L'impératrice. Voilà, donc ici, on a le fait de veiller sur quelque chose de florissant. L'empereur, donc avec le symbole hein, de la royauté, de la gouvernance, l'épée qui rappelle que c'est l'empereur qui tranche, qui prend les décisions. Le hiérophante. Donc le hiérophante, vous allez voir, on retrouve cette petite lanterne dans une autre carte, je vous montrerai ça après. Voilà, c'est hyper intéressant encore, hein. On a cette lumière qui brille et qui finalement est elle-même et qui va pouvoir enseigner à qui voudra bien la regarder ce qu'elle fait vibrer en chacun. Donc on a vraiment cette notion de reconnaître qu'il y a quelque chose soit de sacré, soit de spirituel, soit qui va parler à l'intuition. Mais il n'y a rien d'imposé. Voilà, elle est là, elle est posée et chacun l'interprète comme il le souhaite. Les amoureux. Elle fait penser aux deux de coupe. Le chariot. On a des dragons. La force. Magnifique. Donc on a l'impression d'avoir la main du magicien qui s'est refermée dans un élan, dans une intention de maîtriser ce qui se passe. Hein. Voilà, et donc vous retrouvez la petite loupiote du hiérophante, ici dans l'ermite, qui est venue se cacher dans un arbre. Donc c'est très intéressant parce que ici, on a pu bénéficier d'enseignements, et ici on s'est retiré pour savoir comment est-ce qu'il nous parlait à nous-mêmes. Voilà, donc c'est un jeu qui a vraiment été bien réfléchi, qui est très cohérent, et très riche. La roue de fortune avec les différentes saisons sur une même plante. Avec des jolies couleurs encore. La justice avec la plume qui pèse plus lourd. Donc on a le côté un petit peu plus élevé, plus spirituel, qui pèse plus lourd que le matériel. Le pendu, on a le corbeau à l'envers. La mort. Voilà, plutôt sympa cette représentation là.
La tempérance, elle est magnifique celle-ci aussi. Le diable, alors celle-là je l'aime un petit peu moins, mais bon, c'est un masque du diable, hein. On voit rien d'autre que ça, donc pourquoi pas. La tour, donc la tour qui a pris feu. L'étoile, tout en douceur. Le corbeau, la lune, pardon, avec le corbeau qui est placé de telle manière que ça forme un trompe-l'œil, une illusion d'optique, comme s'il allait avaler la lune, alors que c'est pas du tout ça. Donc on est à la fois dans le rêve, dans l'illusion, dans le fait de vouloir utiliser sa sensibilité, ses pouvoirs pour faire quelque chose de plus grand, de se connecter à quelque chose de plus grand. Vraiment super intéressant. Le soleil, magnifique. C'est une carte que j'aime pas souvent, le soleil, et là je la trouve magnifique. Le jugement, donc on retrouve la même couronne que dans l'empereur, avec ce besoin d'être comment dire, en accord avec soi et avec ses propres règles. Et le monde. Bon, celle-là, je vous avoue qu'elle m'a un petit peu déçue. Mais bon, c'est la seule. Voilà, donc vous avez un jeu, moi que je trouve vraiment hyper riche, magnifique, cohérent, avec lequel vous pouvez faire beaucoup de tirages, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes, en intuition, en méditation sur une carte, vous pouvez aussi écrire par rapport à ce que la carte va venir réveiller à l'intérieur de vous, vous pouvez travailler sur les peurs, sur les zones d'ombre, vous pouvez aussi travailler sur la puissance qui est cachée à l'intérieur de vous. Voilà, donc on a un jeu... Bon, dommage, les bordures ne sont pas faites. Voilà, peut-être que moi je vais les faire, je vais peut-être les noircir, je ne sais pas. Voilà, donc à part les bordures blanches, franchement, sinon il est super joli, il glisse très très bien. Ça fait pas un jeu super épais parce que les cartes sont un petit peu fines, voire très fines. Voilà, donc ça j'aurais aimé peut-être que le carton soit un petit peu moins souple pour qu'il dure plus dans le temps. Par contre, voilà, au niveau de la qualité du papier, on a un petit fini... légèrement brillant qui protège quand même, donc bon, ça devrait aller. Il faut juste pas trop les abîmer, pas trop les tordre. Mais voilà, c'est vraiment un de mes tarots favoris, je le trouve vraiment superbe. Il est très particulier, il est vraiment parti pris, mais il a vraiment, pour moi, il est vraiment abouti, ce jeu-là. Et puis... il apporte quelque chose en plus hein, des jeux traditionnels, puisqu'il est vraiment dans un style très très particulier. Voilà, et donc ensuite au niveau du livret, vous avez une petite introduction à l'intérieur où l'auteur va vous parler de sa vision à lui du jeu. Voilà, il commence par dire qu'il aime les histoires, etc. etc. Donc ça dure vraiment pas longtemps, hein. Ça dure quoi, 2-3 pages, voilà, c'est tout. Ensuite il vous explique, vous avez une petite explication que je vous laisserai découvrir si le jeu vous intéresse, pourquoi les corbeaux, pourquoi ce thème là. Ensuite on vous explique comment lire les cartes. Vous avez un petit passage concis sur les arcanes majeurs, tout à fait, sur les arcanes majeurs, un autre sur les cartes de cours et un autre sur les arcanes mineurs. Voilà, mais c'est vraiment très très concis, hein. Le livret l'est de toute façon. Vous retrouvez ensuite des tirages, bon après toujours la même chose, hein. Une petite explication par rapport aux cartes renversées, voilà, et ensuite vous avez des tirages, donc le passé, présent, futur et un tirage à 10 cartes. Voilà, donc c'est un livret qui va vraiment à l'essentiel, hein. Voilà, ensuite les arcanes majeures, et puis pour les arcanes majeures, vous retrouvez donc le titre, la photo, des mots-clés et une explication, voilà, qui va faire, voilà, qui n'est pas très très grande, hein. Les explications ne sont pas vraiment très très longues. L'auteur n'a pas pour but forcément de reprendre toute la symbolique des cartes, mais plutôt d'expliquer comment lui, il a interprété chacune d'entre elles. Voilà, donc les mots-clés, vous ne les avez que pour les arcanes majeures. Hop, voilà. Pour les arcanes mineurs, vous avez à chaque fois quelques petites lignes sur chaque série. Donc par exemple ici pour les couples, vous avez une petite explication. Ah non, vous avez aussi les mots-clés, j'étais persuadée qu'ils n'y étaient pas. Bah non, j'ai dit des bêtises, excusez-moi, vous avez aussi les mots-clés. Donc tout le livre se présente de la même manière. Et pour chacune des cartes, vous avez à peu près le même volume de contenu. Donc je trouve que c'est bien parce que ça veut dire qu'on ne laisse pas plus d'importance aux arcanes majeures qu'aux arcanes mineures. Donc c'est vraiment un jeu qui va s'utiliser dans sa totalité.
Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, donc vous avez pour chaque carte le même style d'explication. Pour chaque famille, les bâtons, les coupes, etc. Vous retrouvez quelques lignes sur la famille en elle-même. Il n'y a rien sur la numérologie. Alors c'est peut-être la seule chose que je peux trouver à redire qui pourrait manquer dans le bouquin. Vu qu'on a des cartes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où d'une carte à l'autre, on a une suite, on a une évolution. Ça aurait pu être sympa de faire un tout petit passage en plus sur la numérologie, mais bon, c'est pas non plus très grave. Voilà, donc un jeu que je trouve vraiment magnifique. Alors, si on prend une carte au hasard, comme par hasard, voilà, par exemple, si on prend le 9 de denier, vous allez pouvoir regarder avec la signification du tarot, donc on est sur quelque chose qui s'est épanoui mais qui a maintenant besoin d'être partagé. Donc on va retrouver ici la fleur, la rose qui est totalement épanouie, qui est belle de toutes ses couleurs, mais s'il n'y a personne pour l'apprécier, ça servira pas à grand chose, elle se sentira seule et isolée. Par exemple, voilà. Donc vous allez pouvoir travailler sur est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que au contraire, par exemple, vous avez besoin que les autres reconnaissent votre valeur pour vous en accorder une? Et à ce moment-là, vous allez la travailler dans l'autre sens, par exemple sur le fait de dire que avant que les autres puissent reconnaître un talent en vous, il faut que vous le reconnaissiez, vous l'autorisiez pour pouvoir le développer. Pareil pour une forme de beauté, pour une forme de magie, etc., etc. Voilà, donc vous allez pouvoir l'utiliser avec la signification du tarot, mais si vous voulez le faire à l'intuition, vous allez peut-être voir le fait qu'il faut mettre plus de beauté dans votre vie, qu'il faut consacrer plus de temps à votre épanouissement, que vous avez besoin de vous émerveiller plus facilement de choses simples ou de choses naturelles, par exemple. Ça peut aussi vous inviter à travailler sur votre créativité, voilà, parce qu'une rose de toutes ces couleurs-là, elle n'existe pas et pourtant l'image est magnifique. Donc peut-être que ça va vous inviter à vous recréer, à vous réinventer. Si vous posez une question par rapport à du relationnel que vous tirez cette carte, on va peut-être aussi vous proposer de savoir quelle suite donner à la relation par rapport au niveau d'épanouissement que vous y trouvez, par exemple. Voilà. Ça peut aussi être une carte qui va vous faire travailler sur est-ce que vous aimez quelque chose ou quelqu'un par rapport à une question que vous posez, ou est-ce que vous en êtes passionné. Voilà, par exemple, est-ce que vous êtes dans l'adoration? Par exemple, on va dire les gens qui cueillent des fleurs quand elles sont les plus épanouies possibles, on va être dans l'adoration parce que comme on les trouve magnifiques, on veut les ramener à la maison, on veut les mettre dans un vase, alors que si on les aime vraiment, on va les laisser vivre dans la nature, par exemple. Voilà, donc ça va vraiment être au ressenti, à l'intuition de chacun. Voilà, donc vraiment, moi, un de mes coups de cœur, je l'adore. Voilà, vous me direz en commentaire si cette présentation vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.